Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 24 août. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse à Tannay, où une initiative populaire concernant le projet d'étude de fusion de Terre Sainte est née. On va en parler avec vous, Maurice Wust. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Sur ce plateau, on est ravis de vous avoir. Et puis on s'intéresse également au dispositif de sécurité concernant la rencontre entre le FC Stade Lyonnais et le FC Nyon. On donnera aujourd'hui la parole à la police cantonale vaudoise. Ensuite, en sport, mesdames et messieurs, nous recevons les championnes du monde de tchoukball. Elles sont là. Alexandra Amila, bonjour. On est ravis de vous avoir avec la médaille, bien sûr. Elle est là, elle est toute belle, elle brille. Félicitations. Merci. On est ravis de vous avoir. Et puis on va monter jusqu'à Beugnin, où le festival Le Cheval s'apprête à fêter son 18e anniversaire. 3 jours de fête. Et puis on parlera également des chauves-souris, les stars de notre édition aujourd'hui. Avec vous, Pierre Péréa, bonjour. Vous êtes un fan de Batman, biologiste. Et puis on va se connecter à un endroit que vous connaissez bien, c'est le zoo de la Garenne. Avec toi, Alexandre. Bonjour, Alexandre. Salut Andrea. Alors regarde, je suis plus particulièrement au centre de soins de la Garenne. Alors je parle pas très fort parce qu'il y a des animaux justement blessés qui sont derrière moi, qui attendent leurs soins justement, avec Michel Alvax qui est le nouveau directeur de la Garenne et Sandra Valls qui est derrière moi, qui s'occupe des animaux, qui est assistante vétérinaire ici. Alors des animaux, il y en a plusieurs, des hérissons que tu vas voir derrière moi, que je vais te montrer après, mais surtout une chauve-souris qu'il y a en ce moment. Alors, on va apprendre comment est-ce qu'on soigne les chauves-souris, pourquoi elles arrivent ici, et puis plus largement, ce centre de soins de la Garenne, qu'est-ce qu'il fait, comment on s'occupe des animaux et comment on manipule ces chauves-souris. Donc, à tout à l'heure. Tu chuchotes, Alexandre. Attention, faut pas réveiller les animaux. À tout à l'heure. Quel dispositif de sécurité est mis en place pour la rencontre entre le FC Stade Lyonnais et le FC Sion? Après avoir donné la parole au président du club, nous donnons aujourd'hui la parole au directeur de la prévention et de la communication chez Police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sautrel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que ce match tant attendu du FC Stade Lyonnais et du FC Sion est considéré comme un match à risque? C'est un match à risque classé rouge, pas en raison du match lui-même ou de la rencontre entre le Stade Lyonnais et le FC Sion, mais plus en raison du contexte et des potentiels affrontements qu'il pourrait y avoir entre les ultras du FC Sion et ceux de Genève Servette. Oui, alors ce contexte, c'est notamment ce match que vous venez de mentionner qui a eu lieu la semaine dernière entre Étoile Carouge et Sion, où plusieurs bagarres ont eu lieu. Ce que vous craignez finalement, c'est qu'il y ait des règlements de compte qui se fassent à Nyon. Alors, il n'y a pas d'éléments aujourd'hui qui vont dans ce sens de manière sûre, mais ça reste une hypothèse, une possibilité que quelques ultras genevois viennent pour en découdre avec leurs homologues valaisans. Comment vous évaluez justement ces hypothèses? Vous allez voir sur les réseaux sociaux ce qui se dit, vous appelez les clubs, comment vous agissez? Nous avons depuis de nombreuses années une cellule qui s'occupe spécifiquement de la violence dans le sport et dans le foot en particulier, et nos spécialistes. C'est aussi eux qui sont présents lors des différentes rencontres, qui connaissent les clubs, les ultras, qui connaissent les enjeux, qui vont évaluer le risque d'une rencontre. Bien entendu, qui sont en contact avec les dirigeants des clubs, ils sont en contact avec leurs homologues des autres cantons et avec le club qui reçoit, bien entendu. Et c'est tous ces éléments mis bout à bout, en plus de la recherche du renseignement qui est faite, y compris sur les réseaux sociaux, qui permet de faire cette évaluation. Et forcément que ce qui s'est passé à Carouge a une influence. Alors c'est malheureux parce que ça n'a rien à voir avec la rencontre sportive elle-même. C'est exogène au Stade Lyonnais, mais ça fait malheureusement partie des rencontres à ce niveau-là, au niveau national. Est-ce que cette rencontre, finalement, est-ce qu'on peut quand même convier les familles à y participer? Bien sûr, puisque tant le club que la sécurité privée du club et la police met tout en œuvre pour que la rencontre se déroule dans les meilleures conditions. Le stade a été adapté, la zone réservée aux visiteurs également. Et si on a un dispositif policier conséquent qui est présent vendredi soir, c'est justement pour que cette rencontre se déroule bien. Donc dans le cadre de la rencontre elle-même, c'est pas là que il y a le risque le plus élevé, même s'il y a un risque. Hein, forcément, quand on reçoit une équipe comme le FC Sion, il y a de toute façon un risque qu'on ne peut pas écarter, mais ce n'est pas forcément dans le stade
que le risque est le plus élevé. Et tout est mis en œuvre pour que les supporters du Stade Lyonnais et du FC Sion puissent venir voir la rencontre, qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et donc, il n'y a pas une situation qui pousserait à ne pas aller assister à ce match, bien au contraire. Ouais, vous avez parlé d'un stade adapté. Quelles sont justement les contraintes de sécurité que vous exigez au club? Alors, c'est pas la police qui fixe ces règles, c'est la Swiss Football League qui a un cahier des charges très précis pour les aménagements du stade, que ce soit pour la Champions League ou pour la Super League. D'ailleurs, les règles sont pas les mêmes le club doit se mettre en conformité, le propriétaire du stade doit se mettre en conformité, mais c'est notamment de séparer clairement les supporters invités du reste des spectateurs. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent sans problème assister à ce match. Tout est mis en œuvre pour séparer ces clubs. Par contre, il faut être attentif à d'autres phases qui peuvent être un peu plus problématiques. C'est notamment le déplacement des supporters entre la gare et le stade de Colombey, que ce soit à l'arrivée ou au départ. Et puis la recommandation, c'est surtout d'éviter d'aller provoquer les supporters parce que on va tout mettre en œuvre pour éviter toute confrontation, mais il ne faudrait pas que certains supporters aillent provoquer l'équipe adverse. C'est inutile. Finalement, le match, il se joue sur la pelouse avec un ballon et pas en dehors et pas d'une autre manière. Ouais, donc pour résumer vos propos, c'est surtout aux alentours de ce match que vous allez être attentif. Vous avez dit un important dispositif de sécurité qui va être mis en place. C'est combien d'hommes de chez vous, de la police cantonale vaudoise, qui seront mobilisés? On ne donne jamais les chiffres avant la rencontre. Ça fait partie de la stratégie mise en place et de la tactique policière. On ne va pas révéler les forces engagées, mais on est sur un engagement conséquent pour un match classé rouge. Mais voilà, après, de nouveau, la police est présente, que ce soit la police cantonale avec les polices communales dans le cadre du maintien de l'ordre, mais aussi la police Nyon-Région avec le service d'ordre, des policiers en tenue normale qui vont accompagner le cortège, qui vont gérer les problèmes de circulation, de trafic, de flux au premier échelon. Et puis on engagera le maintien de l'ordre que si c'est nécessaire. Et finalement, tout est fait pour éviter l'engagement des forces du maintien de l'ordre. C'est l'objectif dans ce genre de rencontre. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu des séances de coordination entre la police cantonale et la PNR et peut-être même l'exécutif nyonnais? Alors, il y a plusieurs séances de coordination dans le domaine du sport. Ce qui a été décidé par le Conseil cantonal de sécurité, qui chapeaute toutes les forces de police du canton, c'est que avec 3 équipes en Super League, une équipe en Champions League et une équipe de hockey au plus haut niveau, ces rencontres sportives sont classées événements d'importance cantonale et placées sous la responsabilité de la commandante de la police cantonale, avec l'engagement et l'appui de toutes les forces réunies. Et c'est pour ça que finalement c'est la police cantonale qui coordonne ce dispositif et on a des séances de coordination pour chaque match avec surtout les propriétaires du stade, la direction du club, la sécurité privée du club, les responsables des stadiers, les responsables de la mobilité et également les polices locales, police cantonale et surtout nos spécialistes oraux, spécialistes du hooliganisme qui font cette analyse. Et on a eu cette rencontre en mardi à 14 h au stade de Colombey. Puis il y aura aussi une séance de coordination juste avant le match. Et puis au besoin, tout au long du match, si c'est nécessaire. Ouais, et puis on se souvient de ces images assez impressionnantes, une année en arrière avec la venue de Servette en Coupe de Suisse à Nyon, où notamment la police avait dû également intervenir. J'aimerais savoir, Jean-Christophe Sautrel, est-ce que vous avez l'impression qu'avec finalement toutes ces ambiances-là, on oublie un peu l'aspect fête et festif d'un match? C'est malheureux qu'à cause d'une petite minorité de supporters ultra qui ne respectent pas les règles, finalement, souvent, on ne retient que ce côté-là, alors que l'objectif, c'est les rencontres sportives, c'est le foot, c'est du hockey, c'est d'autres manifestations sportives avec un enjeu sur le terrain. Il ne faut pas oublier que c'est quand même la priorité du sport. C'est cet engouement autour de ces rencontres. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, pour une bonne partie des matchs, on doit mettre un dispositif de sécurité extrêmement conséquent à cause d'une petite minorité. Ouais, là, il y a des réflexions en cours au niveau de la Swiss Football League avec les polices cantonales pour, sur la durée, trouver d'autres solutions
pour éviter ces problèmes en marge des rencontres sportives. Ouais, la solution que vous estimez la meilleure, ce serait laquelle, celle qui vous convainc le plus, Jean-Christophe Sautrel? Il y a toute une série de mesures à prendre, mais on sait que notamment le billet nominatif évite l'anonymat, l'identification des supporters, les déplacements en car. Enfin, il y a toute une série de mesures qui sont à l'étude, qui vont bien fonctionner dans d'autres pays, mais qui font l'objet de réflexion et qui seront, je l'espère, un jour mis en œuvre en Suisse. Jean-Christophe Sautrel, directeur de la prévention et de la communication pour la police cantonale vaudoise. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à vous. Merci, bonne journée. À Tannay, un comité souhaite soumettre la question de l'étude du projet de fusion de Terre Sainte à ses habitants. Après ces 2 refus, le Conseil serait ainsi amené à se prononcer une 3e fois. On en parle avec vous, Maurice Wüst. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Cette initiative populaire, c'est à vous qu'on la doit. J'aimerais déjà savoir qui constitue ce comité. Le comité, on est 5 personnes, dont moi, même après M. Walter Hauser, qui est un ancien du Conseil. Ensuite, il y a M. William Mulliman, qui est un ancien syndic. Et il y a Guy van Gelder, qui est un ancien municipal. Et puis il y a Elfriede Ecker, qui est membre du Conseil actuellement. Alors, c'est-à-dire que vous êtes des connaisseurs de la politique, puisque certains d'entre vous ont fait partie de l'exécutif de Tannay. J'aimerais savoir, M. Wüst, pourquoi avoir lancé cette initiative populaire? Nous avons entendu donc que le Conseil a refusé cette étude et nous sommes d'avis que cette étude elle est très importante pour la région parce que les 8 syndics ont décidé de faire cette étude sur la fusion. Et nous sommes d'avis que cette étude peut nous apporter des données réelles. Ça veut dire que les gens actuellement ils parlent de n'importe quoi pour, contre la fusion, mais nous ne voulons pas pour la fusion, nous voulons des données concrètes concernant la fusion. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ça? Et c'est seulement une étude qui peut nous donner ces renseignements-là. C'est pour cette raison que nous voulons que la commune de Tannay participe à cette étude. Alors j'entends ces arguments, mais Monsieur Wüst, est-ce que vous n'avez pas l'impression de forcer un petit peu la main? Parce que le Conseil s'est déjà prononcé 2 fois et il l'a refusé, cette étude. Nous trouvons que nous devons être solidaires des 8 communes, qui est très important. Pour autre chose, nous avons le CITSE, nous avons autre chose en commun. Et nous sommes d'avis que pour cette étude, Tannay doit être solidaire avec les autres 8 communes. Malgré ce qu'il y a une opposition à Coppet, que tous les 8 communes font cette étude, parce que c'est que l'ensemble qui nous donne les renseignements. Oui, un référendum a lieu même en ce moment à Coppet, où les citoyens sont appelés notamment à voter le 3 septembre. J'aimerais revenir notamment sur vos arguments, parce qu'on entend souvent dire du côté des opposants qu'il n'y a pas réellement d'avantage à rejoindre ce projet d'étude de fusion. Vous leur répondez quoi? Nous, on leur répond que la fusion, c'est une chose. Maintenant, nous parlons que de l'étude, de la faisabilité de cette fusion. Et les autres gens, ils sont déjà actuellement contre la fusion. C'est pour ça qu'ils ne veulent rien entendre de cette étude. Et nous sommes d'avis que cette étude, elle est très importante pour avoir des faits, pour voir qu'est-ce que ça donne pour l'ensemble des 8 communes et qu'est-ce qu'on peut obtenir en bénéfice, comme ça peut aussi sortir des points négatifs. Et nous voulons qu'on fasse cette étude sur les 8 communes. Est-ce que ça veut dire que le Conseil communal a une mauvaise compréhension peut-être des intercommunalités de notre région et de notre district? Je ne veux pas dire ça, mais il y a quand même un mouvement dans le Conseil qui est contre la fusion. Et donc ils ont carrément bloqué, ou ils veulent bloquer cette étude pour ne pas participer à une éventuelle discussion pour la fusion après. À votre avis, les craintes, elles sont où exactement? Que craignent justement ces opposants? C'est de perte du village, d'identité du village et tout ça, mais ce qui n'est pas le cas, parce que je connais d'autres communes en Suisse, comme la mienne d'où je viens, à Saint-Gall. C'est 6 villages qui font une commune, et ça marche très bien. Donc ils ont l'identité, chaque village a l'identité, les sociétés dans les différents villages, ils vont rester. Et puis d'autres sociétés qui sont déjà maintenant, qui sont fusionnées, comme la Harmonie Terre Sainte, comme le Cœur du Léman, c'est déjà des sociétés qui sont sur le réseau de la nouvelle commune, ou éventuelle nouvelle commune.
Alors, vous avez lancé cette initiative populaire. Vous avez à présent jusqu'au 12 octobre pour récolter 162 signatures. Vous en êtes où dans cette récolte? Actuellement, je suis à 80 signatures et je fais du porte-à-porte. Ouais. Vous et vos collègues, j'imagine. Comment se passe justement ce porte-à-porte? On est les 5 et chacun ramasse un peu. On a l'amicale qui nous donne un petit coup de main. Et puis on a des connaissances qui chacun cherche un peu dans leur quartier. Oui. La suite, on sait que si cette étude, si ce texte aboutit, il devra passer à nouveau devant le Conseil. En cas de oui, l'initiative est acceptée. Si c'est à nouveau non, le peuple tranchera. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait également un référendum par la suite? Ça, je ne peux pas vous dire. Nous sommes d'avis que la votation du peuple, après, elle est définitive. Donc, si c'est un non, c'est un non. Si c'est un oui, c'est un oui. Parce que là, vous ne pouvez pas faire un référendum contre la décision du public. Donc, la suite à suivre lors du prochain Conseil. Monsieur Wust, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Alors, merci beaucoup et puis bonne journée. Et j'espère que les gens comprennent et votent et signent pour notre initiative. Voilà, en tout cas, on pourra vous rejoindre et je suis certaine que vous irez à ce porte-à-porte et répondre aux questions des gens s'ils ont encore des doutes. Affaire à suivre donc. 2 dates à retenir si vous avez encore justement des questions. Les partisans à l'étude organisent un débat au Théâtre de Terre-Sainte le mercredi 30 août à 20h, tandis que les opposants, eux, du côté de Coppet, tiendront une séance d'information ce jeudi 24 août aux caves du château de Coppet. Et bien sûr, la date de la votation concernant le référendum de Coppet où les citoyens sont appelés aux urnes. Rendez-vous donc le 3 septembre prochain. Merci beaucoup, Monsieur Wust. Excellente journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. On vous parle des chauves-souris. Et oui, c'est les stars un petit peu de notre quotidien. Aujourd'hui, Pierre Péréa, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes un fan, tout comme moi, des chauves-souris. On va en parler avec vous. Vous êtes biologiste de formation. Et puis, on va retrouver Alexandre, qui est, lui, au centre de soins de la Garenne. Dis-nous tout, Alexandre. Oui, et en compagnie de Michel Albvax. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau directeur du parc animalier La Garenne et du centre de soins. Vous êtes vétérinaire notamment. Alors, on se trouve ici justement dans ce centre de soins. C'est ici que sont mis les animaux en attendant de recevoir des soins. Voilà, on voit des petits hérissons qui sont ici. Michel Albvax, quel type d'animaux vous recevez dans ce centre de soins, hormis les hérissons et les chauves-souris? On reçoit essentiellement des petits mammifères, comme l'écureuil roux, des loirs, des musaraignes, effectivement le hérisson dont vous avez déjà parlé, et puis des oiseaux, essentiellement des rapaces, peu d'oiseaux d'eau. Voilà, on reçoit plusieurs centaines d'individus chaque année. Qui c'est qui vous amène en fait ces animaux blessés? Donc ça dépend, ça peut être des particuliers. Les hérissons, c'est souvent des particuliers qui les trouvent dans leur jardin, blessés au bord de la route. Après, on travaille aussi en collaboration avec la DGE. Donc, la DGE peut nous amener des animaux blessés. Voilà. Une fois que les animaux ils sont soignés ici, après, vous les relâchez. Comment ça se passe? Combien de temps ils restent? Et puis, comment ça se passe la relâche après en extérieur? Donc, effectivement, une fois qu'ils sont soignés, ensuite, ils passent dans une phase de réhabilitation. C'est de voir s'ils seront capables de voler, quand ce sont des oiseaux, de se nourrir par eux-mêmes. Une fois qu'on a l'assurance qu'ils en sont capables, ils sont effectivement relâchés dans leur milieu d'origine. Voilà, c'est toujours des chouettes moments d'ailleurs. C'est un peu nos moments préférés. Oui, j'imagine. Effectivement, la satisfaction d'avoir réussi à soigner ces animaux. Alors, on voit là particulièrement des hérissons, la chauve-souris. On va aller la voir juste là, mais juste avant, on voulait quand même montrer ce petit bébé chouette qu'on va juste déranger 2 secondes. Dites-nous alors, qu'est-ce que c'est comme chouette? Effectivement, c'est une chouette effraie qui est arrivée ce matin, qui est tombée du nid. Puis comme vous le mentionnez, d'ailleurs peut-être que les téléspectateurs l'entendent, mais on est dans le cœur du centre de soins, donc c'est pour ça qu'on parle un peu à voix basse, pour diminuer le stress des animaux en convalescence ici. Et qu'on porte des gants et des masques aussi. Voilà, et la chouette effraie, donc je vais vous ouvrir la cage pendant quelques secondes, histoire que vous puissiez la voir, mais encore une fois, on réduit les interactions le plus possible pour diminuer le stress et l'imprégnation avec certaines espèces. Voilà, alors on fait juste un petit coucou à cette petite chouette blessée, voilà, qui nous regarde ici. Voilà, c'est pour toi Andrea, elle te dit bonjour.
Voilà, notre petite chouette qui n'a pas l'air très contente de nous voir. Alors, on va justement aller voir la chauve-souris. Michel, merci déjà pour cette présentation du centre de soins de la Garenne. Sandra, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce centre de soins. Alors, ici, voilà, les box sont vides, mis à part celui-là qui accueille une chauve-souris. Alors, on voit Vesper et Savie. Oui, c'est l'espèce de cette chauve-souris, c'est une espèce rare. Il est arrivé parce qu'elle était trouvée collée sur un piège à mouche. Et voilà, il était tout collé, le pauvre. On a enlevé la colle. Alors là, on va aller la chercher. Alors, c'est une particularité de la Garenne, voilà, d'accueillir voilà, cette toute petite chauve-souris qu'on voit ici. Il n'était pas très content. Voilà, qui n'a pas l'air très content de nous voir. Alors, justement, est-ce qu'on leur donne des noms? Est-ce qu'on ne leur donne pas de noms? Non, comment ça se passe? C'est un animal sauvage, il ne faut pas donner de noms. Je crois que la volonté, c'est justement de ne pas créer trop de liens en fait avec l'animal, mais de rester vraiment à distance, hein, d'être vraiment en soignant. Hein. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de les soigner et de les relâcher le plus vite possible. Alors, comment est-ce qu'on s'occupe d'une chauve-souris, Sandra? Bon, dans ce cas-là, on est arrivé, on a enlevé toute la colle possible qu'il avait dans son corps. Donc, il a fallu le nettoyer. Ouais. Et après, comme il ne mange pas, qu'il faut faire, c'est... Bon, en plus, il avait des blessures. Il se stresse un peu. Il faut essayer de désinfecter un peu la blessure, doucement, parce qu'elle est blessée. Et là, il n'y a pas de risque qu'il s'envole? Non, parce que je le tiens. Ah, voilà. Et donc là, ah oui, donc en fait, la blessure... Il y a une petite blessure ici. Elle est où, cette blessure-là? Ici même. Il manque un peu le poil. C'était dans la même colle qu'il a arraché un peu la peau. Ça demande un soin particulier, les chauves-souris, par rapport aux hérissons, par rapport aux autres mammifères, autres volatiles? Qu'il faut faire, c'est une espèce délicate. Ça stresse beaucoup. Il faut faire surtout attention à la manipulation, parce qu'elle soit douce, parce qu'ils aiment beaucoup se cacher. Ah oui, effectivement. Et alors là, comme ils ne mangent pas seul, il faut lui donner à manger aussi. Donc, on désinfecte la petite plaie. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez ça voilà, à l'écran, mais voilà, on lui donne à manger à cette petite chauve-souris. Ah bah oui, qui mange, c'est bon, quand même. Signe que ça va de mieux en mieux. C'est ça qu'il faut dire. Oui, ça va mieux. On peut imaginer que cette chauve-souris va rester combien de temps au centre de la Garenne? Si tout va bien, après, ça dépend de la blessure, mais si tout va bien, ici la semaine prochaine ou l'autre, si elle arrive à manger toute seule, on va la relâcher. D'accord. Et voilà. Ah oui, tu n'es pas d'accord. Ah oui, d'accord. Elle a ouvert la bouche, elle a montré que... Voilà, ça c'est bon. Et voilà, alors, on va le laisser manger tranquille, ce petit mammifère. On va lui dire au revoir et puis surtout, on va lui souhaiter bon rétablissement avec les petits verres qu'on lui donne. Voilà. Merci beaucoup, Sandra, de m'avoir montré cette chauve-souris. Merci, Michel, de nous avoir ouvert le centre de soins de la Garenne. Et puis, du coup, bon repos à cette petite chauve-souris. Voilà. Et puis, aux hérissons aussi, qui sont ici, qui sont accueillis et soignés à la Garenne, Andrea. Merci beaucoup, Alexandre. Excellente journée à toi. Si on vous en parle des chauves-souris, c'est parce que la nuit des chauves-souris aura lieu ce week-end. Pierre Perret, on est ravi de vous avoir. Qu'est-ce qui sera prévu pour cette nuit des chauves-souris tant attendue à Nyon ? Énormément de choses. La chance qu'on aura à Nyon, c'est qu'il y aura diverses associations qui viendront présenter diverses spécificités. On pourra avoir des balades acoustiques à l'écoute des chauves-souris durant la nuit, donc quitte à ne pas forcément toujours bien les voir, au moins les entendre. Également un stand de réalité virtuelle pour vous mettre dans la peau d'une chauve-souris qui va utiliser son radar, son sonar pour se repérer. Et pour les plus jeunes, un bricolage pour créer sa propre Batmobile. Alors Pierre Perret, vous êtes biologiste, vous êtes également correspondant régional du Centre de coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris du canton de Vaud. C'est très complexe, mais en gros, vous vous occupez notamment de tout ce qui est recensement des chauves-souris. Vous nous disiez l'année dernière que plus de la moitié des chauves-souris chez nous en Suisse sont aujourd'hui prêtes à disparaître. En tout cas, elles sont en risque. Est-ce que ça va mieux ?
Ça ne va pas mieux, malheureusement. On a toujours les mêmes problèmes, toujours des pertes d'habitat, disparition des milieux, soit de vie, soit de chasse des chauves-souris. La pollution lumineuse, malgré certains efforts qui sont faits pour baisser l'éclairage artificiel, est toujours malheureusement présente. On a encore donc la moitié des espèces de chauves-souris qui sont menacées en Suisse, et sur les 30 qu'on a, seules 4 se portent relativement bien. Des chauves-souris menacées de disparition, ça peut paraître anecdotique d'aller dans ce centre de soins justement de la Garenne, mais est-ce que ça prouve que finalement c'est nos gestes, les gestes humains qui ont une incidence sur ces chauves-souris? On a vu, parce que cette chauve-souris est là parce qu'elle a été attrapée sur un piège à mouches. Alors exactement, l'être humain, on est la principale principale raison qui menace la plupart des espèces animales et végétales. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que si on est la principale cause, on est aussi la principale solution. Donc c'est vraiment nos petits gestes, nos petites envies d'aider qui peuvent aider les animaux comme les chauves-souris, tout à fait. Ouais, c'est quoi les bons gestes à adopter justement pour préserver ces animaux? Alors à l'échelle, on va dire, d'une personne, c'est une des principales menaces qu'il y a pour les chauves-souris, ça reste le chat domestique malheureusement. Donc le chat domestique est un très très bon chasseur, qui a un très fort instinct, qui donc attrape pas mal d'animaux comme les chauves-souris. Donc il y a des petits gestes comme l'empêcher de sortir un petit moment au crépuscule ou à l'aube, qui sont les moments où la faune sauvage est la plus vulnérable. Il peut y avoir aussi au niveau de petites initiatives citoyennes de demander à la commune de baisser la luminosité dans leur village, dans leur ville, d'éclairer de moins en moins des monuments entre par exemple 23h et 4h du matin, là où les gens ne sont pas trop en train de passer à côté. C'est plein de tout petits gestes qu'on peut éventuellement avoir pour les favoriser. Oui, on traverse actuellement une période de canicule. Comment est-ce qu'elles se portent en période de canicule, les chauves-souris? Alors, les chauves-souris aiment bien les températures chaudes dans leur gîte, mais pas trop chaud. Là, actuellement, c'est le problème qu'on a, c'est qu'il fait tellement chaud dans les endroits où elles habitent, où elles vivent, qu'elles essaient un peu de chercher le frais. Donc certaines se mettent vraiment aux extrémités des gîtes pour essayer d'avoir un petit peu l'air qui va rentrer. Et d'autres, en fait, vont chercher le frais à l'intérieur des maisons de temps en temps. Donc actuellement, on a eu quand même quelques appels de chauves-souris qui rentraient chez les gens. Il fait un peu plus frais, c'est un peu plus appréciable. Pour la chauve-souris, oui, un peu moins pour la personne qui la trouve en train de voler dans son salon. Oui, c'est vrai. Nous, on en souffre en tout cas beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelques chiffres. 1400 espèces dans le monde de chauves-souris, une trentaine d'espèces ensuite. Ça représente un quart des mammifères chez nous. Est-ce que justement, du fait qu'aujourd'hui, on soit confronté à des canicules, que notre température change aussi un petit peu, ça amène aussi d'autres espèces chez nous? Ça en amène d'autres, alors pas encore au niveau des chauves-souris vraiment, mais on sait qu'il y a certaines espèces d'oiseaux migrateurs qui avant étaient juste là pour prendre une petite pause, disons, dans leur parcours de migration, viennent même jusqu'à nicher dans notre pays. Donc pour les chauves-souris, on voit actuellement que certaines espèces plus nordiques commencent à monter de plus en plus au nord dans le pays. On n'a pas encore de nouvelles espèces qui débarquent, mais ça pourrait être à envisager si les températures continuent à changer et à monter de cette façon-là. Pierre Péréard, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on prend rendez-vous donc ce week-end pour la nuit des chauves-souris. Très belle journée à vous. À très bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Et on passe à notre page sport avec nos invités suivantes. Alexandra Mila, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes championne du monde de tchoukball, rien que ça. Vous avez remporté le titre face à l'Italie cet été face à Prague. Félicitations. Bienvenue. 3 semaines après, comment vous vous sentez? La forme, la patate, vous avez bien fêté? Alors on a bien fêté, surtout beaucoup de repos je dirais, parce que c'était intense, mais il faut bien reprendre, donc gentiment on commence à reprendre toutes les deux. Oui, on va revoir ces images, quelle émotion. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Mila? Je pense qu'on n'a pas réalisé tout de suite vraiment sur le moment, mais il y a quand même une émotion forte qui est dégagée par toute l'équipe, et ça se voit quand on va justement célébrer notre victoire avec ne serait-ce que le public qui nous a soutenus tout le long de la compétition. Ouais, est-ce que le public suisse était nombreux sur place? Ah oui, il faut dire, ils étaient nombreux. C'est une partie, ça nous a grandement aidés. Ouais. C'était assez incroyable. Beaucoup sont venus, d'autres sont restés d'une compétition qui était déjà là et ça nous a aidés. On les entendait en tout cas depuis le terrain. Et il faut dire, c'est quelque chose d'historique puisque c'est la première victoire féminine européenne en Coupe du Monde et 2 médailles d'or pour la Suisse après les hommes en 2004. J'imagine que c'est une sacrée fierté. Exactement, ouais. Surtout que c'était notre première compétition à toutes les deux, d'avoir pu, en plus de la première, pouvoir gagner l'or, qui est du coup la première historique pour la Suisse. Que du bonheur, que de la fierté surtout. Ouais, on va se rappeler un petit peu ce match, puisque vous meniez les Italiennes à près de 10 points d'écart. Est-ce que vous sentiez que vous alliez gagner, que vous aviez vos chances? Vous étiez dans quel état d'esprit au moment de commencer le match? Au début, on savait que ça allait être compliqué,
parce qu'on a l'habitude de jouer contre l'Italie justement, et puis c'est toujours assez serré comme score. Et du coup, on avait quand même cette rage de vaincre, je dirais. Mais on ne pouvait pas s'attendre non plus à une victoire à 100%. Même tout le long du match, c'est vraiment vers la fin qu'on a commencé à comprendre qu'on allait avoir des chances de gagner. Notre dernière rencontre s'est soldée par une défaite contre elle. Donc on n'avait que le but, c'était vraiment d'être concentré. On s'est fait confiance dès le début, même si c'était parfois compliqué. On n'a pas regardé le score, on s'est vraiment fait confiance jusqu'au bout et c'est vraiment, on peut le voir qu'aux dernières minutes, qu'on commence petit à petit à réaliser que si on continue comme ça, on va décrocher le titre. C'est fou ça de ne pas regarder le score, ça ne fait pas partie donc de la stratégie du match, on joue pour le plaisir de jouer avant tout? Alors oui, mais il faut être concentré et c'est une grande partie de stress de se rendre compte si on est devant, et c'est aussi le but de ne pas se dire ok on est devant donc on peut relâcher la pression, il faut tenir jusqu'au bout, les attentes c'est les mêmes qu'on soit devant ou derrière. Donc c'était plus simple pour une partie de l'équipe en tout cas de ne pas regarder le score. On laisse ça au coach et nous on joue. Et puis on voit ce moment festif du coup à Prague. Au retour, comment ça s'est passé? Comment vous avez été accueillis à Nyon? C'était une bonne surprise parce que justement à notre arrivée à l'aéroport de Genève, on est sorti justement de l'aéroport et on a retrouvé des personnes proches qui n'avaient pas pu venir. Par exemple la famille, que ce soit notre physio aussi, et les amis qui ont fait des magnifiques pancartes à notre effigie, qui nous ont bien fait rire aussi. C'est assez impressionnant, on a l'impression d'être des stars en arrivant à l'aéroport, intimidant. Oui, ouais, on n'a pas l'habitude, non. J'imagine. Ça fait maintenant 3 semaines que vous avez remporté cette victoire, 3 semaines que la pression a un petit peu retombé. Ça peut paraître anecdotique, mais est-ce qu'il y a finalement des retombées? Parce que voilà, finalement, c'est une visibilité, une crédibilité qui est donnée aussi au tchoukball. Est-ce qu'il pourrait y avoir des retombées pour la suite? Alors c'est ce qu'on espère grandement, que ce soit au niveau visibilité de notre sport. On commence petit à petit à se faire reconnaître, à commencer à avoir des gens s'intéresser. Nous qui sommes au club de Nyon, on a des gens qui commencent à venir, qui ont entendu parler, que ce soit via les médias ou par des amis qui a eu une compétition. Ils viennent, ils s'intéressent, puis on espère simplement que ça puisse faire grandir ce sport qui est suisse et peut-être pouvoir gentiment commencer à gagner plus de popularité auprès du public. Ouais. Ouais. La suite pour les matchs, est-ce qu'on peut déjà annoncer quelque chose? Alors, on a un Européen qui sera l'année prochaine, en été. Donc, on part avec la même conviction, gagner. De nouveau face à l'Italie, j'imagine. Donc, on va tout donner, mais je me prononce pas trop. Bon, maintenant, on espère que ça devienne une habitude, Alexandra, on va le dire. Et puis, les entraînements ont repris, Mila? Oui, on a repris il y a 2 jours. Et déjà, avec la chaleur, c'est compliqué. Mais on s'accroche et on a toujours l'idéal en tête. Là, on se focalise sur les Européens qui vont venir cette année, justement. On va suivre en tout cas la suite de vos matchs et de vos aventures. Mila, Alexandra, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et on termine avec notre page culture. À Benien, le Jval devient adulte et s'apprête à vivre sa 18e édition pour 3 jours de fête dès ce soir. Michael Lee, bonjour. Vous êtes la programmatrice du festival. Tout est prêt à quelques heures de l'ouverture? Presque tout est prêt. En tout cas, tout ce qui est scénique, ça fonctionne et le vin est au frais. Donc, je pense qu'on est bon pour ce soir. Ouais, alors vous allez vivre votre dernière édition. J'imagine que c'est beaucoup d'émotions. Est-ce que vous avez fait votre petite liste d'exigences, Maï? Non, je suis plutôt simple et bonne ambiance. Donc, juste être avec mon équipe pour cette dernière, des super groupes de musique et puis un petit truc à boire et c'est parfait. Ouais, à boire et à manger, justement, on va y aller parce qu'il y a des nouveautés au festival. Maï, déjà, peut-être nous montrer cette vue qui est toujours aussi sublime à Sarro-Dessus. Est-ce qu'on peut la voir justement en votre compagnie? Et puis aller jusqu'à la nouveauté de cette édition, qui sera la nourriture. Alors là, on voit cette vue qui est sublime. Et puis, nouveauté cette année, je crois, pour la nourriture. Maï, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors, il y a une équipe de cuisiniers qui est venue spécialement pour l'occasion visiter le terrain et trouver ce qui était possible de faire. Et j'arrive là tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez, tout au fond, il y a des structures métalliques qui, en fait, vont permettre, avec un feu, de cuire viande, légumes. Il y en aura pour tous les goûts. Et je pense que ça va être super bon.
Ouais, on se réjouit en tout cas, nous, de venir manger et d'écouter de la musique. On rigole, mais c'était quand même une semaine assez compliquée, Maï, je crois, avec cette canicule. Je crois que vos bénévoles ont bien souffert, là, en mettant tout ça en place quand même. On a bien pensé à eux. Alors, ouais, c'était dur de trouver du frais, mais tout s'est plutôt bien passé, malgré la chaleur. Ouais, est-ce qu'en termes d'incidence, justement, il y aura des incidences sur la mise en place du festival, sur les infrastructures, cette canicule? A priori, non. Tout est en place, donc tout devrait jouer dès ce soir. On se réjouit en tout cas. Et puis pour la musique, on va citer quelques noms: Émilie Zoé, Ivy Lunx, Blood Red Shoes ou encore Pogo. De quoi vous vous réjouissez, Maï? Je me réjouis beaucoup d'Émilie Zoé ce soir et aussi Ivy Lunx demain qui vont faire leur première date en Suisse. Eh bien, très bon festival, Maï, 18e édition. Le gâteau d'anniversaire, il est où? Il est en train de... C'est un peu chaud du coup, il est en train d'être préparé. Paraît qu'il y a un jacuzzi pour les bénévoles, il est où, Maï? Alors, il est caché dans les zones derrière. Je pense que ça mettrait peut-être un peu de temps que je vous montre, mais j'envoie volontiers une petite photo pour après. Ça marche, on recevra la photo. Très belle édition, Maï, à très bientôt. Très belle journée à vous. Merci. Rendez-vous donc à la maison pour le Jval et cette 18e édition dès ce soir et jusqu'à samedi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi.